Salut, c'est KSF. Ça passe à la suite de la lecture qu'on t'avait commencé du livre cinquième des Confessions de Jean-Jacques Rousseau. J'étais donc français ardent et cela me rendit nouvelliste. Nouvelliste qui est curieux de savoir des nouvelles et qui aime à en débiter. J'allais avec la foule des gobe-mouches. Gobe-mouche, celui qui croit toutes les nouvelles qu'on débite. Attendre sur la place l'arrivée des courriers, plus bête que l'âne de la fable de La Fontaine, le vieillard et l'âne. Je m'inquiétais beaucoup pour savoir de quel maître j'aurais l'honneur de porter le bas. Car on prétendait alors que nous appartiendrons à la France et l'on faisait de la Savoie un échange pour le Milanais. Il faut pourtant convenir que j'avais quelques sujets de crainte. Car si cette guerre eût mal tourné pour les Alliés, la pension de maman, Madame de Warens, courait un grand risque. Mais j'étais plein de confiance dans mes bons amis, et pour le coup, malgré la surprise de Monsieur de Broglie, cette confiance ne fut pas trompée, grâce au roi de Sardaigne. Grâce au roi de Sardaigne, à qui je n'avais pas pensé. Tandis qu'on se battait en Italie, on chantait en France. Les opéras de Rameau commençaient à faire du bruit et relevèrent ces ouvrages théoriques que leur obscurité laissait à la portée de peu de gens. Par hasard, j'entendis parler de son traité de l'harmonie, et je n'eus point de repos que je n'eusse acquis ce livre. Par un autre hasard, je tombai malade. La maladie était inflammatoire. Elle fut vive et courte, mais ma convalescence fut longue. Et je ne fus d'un mois en état de sortir. Durant ce temps, j'ébauchais, je dévorais mon traité de l'harmonie, mais il était si long et si diffus, si mal arrangé, que je sentis qu'il me fallait un temps considérable pour l'étudier et le débrouiller. Je suspendais à mon application et je récréais mes yeux avec de la musique. Les cantates de Bernier, sur lesquelles je m'exerçais, ne me sortaient pas de l'esprit. J'en appris par cœur 4 ou 5, entre autres celle des amours dormants, que je n'ai pas revue depuis ce temps-là, et que je sais encore presque tout entière, de même que l'amour piqué par une abeille, très jolie cantate de Clérambault, que j'appris à peu près dans le même temps. Pour m'achever, il arriva de la Val d'Aoste un jeune organiste appelé l'abbé Palais, bon musicien, bon homme, et qui accompagnait très bien du clavecin. Je fais connaissance avec lui. Nous voilà inséparables. Il était élève d'un moine italien, grand organiste. Il me parlait de ses principes. Je les comparais avec ceux de mon rameau. Je remplissais ma tête d'accompagnement, d'accords, d'harmonie. Il fallait se former l'oreille à tout cela. Je proposais à maman, Madame de Warens, un petit concert tous les mois. Elle y consentit. Me voilà si plein de ce concert que ni jour ni nuit je ne m'occupais d'autre chose. Et réellement cela m'occupait et beaucoup pour rassembler la musique, les concertants, les instruments, tirer les parties, etc. Maman chantait. Le professeur Caton, dont j'ai déjà parlé et dont j'ai à parler encore, chantait aussi. Un maître à danser, appelé Roche, et son fils jouaient du violon. Canavas, musicien piémontais, qui travaillait au cadastre et qui depuis s'est marié à Paris, jouait du violoncelle.
L'abbé Palais accompagnait au clavecin. J'avais l'honneur de conduire la musique, sans oublier le bâton du bûcheron. Le bâton du bûcheron, comparaison empruntée à un pamphlet de Grimm, le petit prophète, le bon chemin jeu, où le chef d'orchestre est comparé à un bûcheron. On peut juger combien tout cela était beau. Pas tout à fait comme chez monsieur de Trétorens, mais il ne s'en fallait guère. Le petit concert de Madame de Warens, nouvelle convertie et vivant, disait-on, des charités du roi, faisait murmurer la séquelle dévote. Mais la séquelle, la compagnie. Mais c'était un amusement agréable pour plusieurs honnêtes gens. On ne devinerait pas à qui je mets à leur tête en cette occasion. Un moine, mais un moine homme de mérite et même aimable, dont les infortunes m'ont dans la suite bien vivement affecté, et dont la mémoire, liée à celle de mes beaux jours, m'est encore chère. Il s'agit du professeur Caton Cordelier, qui, conjointement avec le comte d'Ortan, avait fait saisir à Lyon la musique du pauvre petit chat, ce qui n'est pas le plus beau trait de sa vie. Il était bachelier de Sorbonne. Il avait vécu longtemps à Paris, dans le plus grand monde, et très faufilé, surtout chez le marquis d'Entremont, alors ambassadeur de Sardaigne. C'était un grand homme, bien fait, le visage plein, les yeux à fleur de tête, des cheveux noirs qui faisaient sans affectation le crochet à côté du front. L'air à la fois noble, ouvert, modeste, se présentant simplement et bien, n'ayant ni le maintien cafard ou effronté des moines, ni l'abord cavalier d'un homme à la mode, quoiqu'il le fût, mais l'assurance d'un honnête homme qui, sans rougir de sa robe, s'honore lui-même et se sent toujours à sa place parmi les honnêtes gens. Quoique le professeur Caton n'eût pas beaucoup d'études pour un docteur, il en avait pour un homme du monde. Et n'étant point pressé de montrer son acquis, et il le plaçait si à propos qu'il en paraissait davantage. Ayant beaucoup vécu dans la société, il s'était plus attaché au talent agréable qu'à un solide savoir. Il avait de l'esprit, faisait des vers, parlait bien, chantait mieux, avait la voix belle, touchait l'orgue et le clavecin. Il n'en fallait pas tant pour être recherché. Aussi l'était-il, mais cela lui fut si peu négliger les soins de son état, qu'il parvint, malgré des concurrents très jaloux, à être élu définiteur de sa province, ou comme on dit, un des grands colliers de l'ordre. Ce professeur Caton fit connaissance avec maman chez le marquis d'Entremont. Il entendit parler de nos concerts. Il en voulut être. Il en fut et les rendit brillants. Nous fûmes bientôt liés par notre goût commun pour la musique, qui chez l'un et chez l'autre est une passion très vive. Avec cette différence qu'il était vraiment musicien et que je n'étais qu'un barbouillon. Nous allions avec Canavas et l'abbé Palais faire de la musique dans sa chambre et quelquefois à son orgue les jours de fête. Nous dînions souvent à son petit couvert, car ce qu'il avait encore d'étonnant pour un moine, est qu'il était généreux, magnifique et sensuel, sans grossièreté. Les jours de nos concerts, il soupait chez maman. Ces soupers étaient très gais, très agréables. On y disait le mot et la chose. On y chantait des duos,
J'étais à mon aise, j'avais de l'esprit, des saillies. Dire le mot et la chose, se laisser aller à quelques plaisanteries un peu libres. En fait, appeler les choses par leur nom. On y chantait des duos, j'étais à mon aise, j'avais de l'esprit, des saillies. Le professeur Caton était charmant. Maman était adorable. L'abbé Palais, avec sa voix de bœuf, était le plastron. Moment si doux de la folâtre jeunesse qu'il y a 2 temps que vous êtes parti. Le plastron, celui qui est en but aux railleries de son entourage. Moment si doux de la folâtre jeunesse qu'il y a 2 temps que vous êtes parti. Comme je n'aurais plus à parler de ce pauvre professeur Caton, que j'achève ici en 2 mots sa triste histoire. Les autres moines, jaloux, ou plutôt furieux de lui voir un mérite et une élégance de mœurs qui n'avaient rien de la crapule monastique, le prirent en haine, parce qu'il n'était pas aussi haïssable qu'eux. Les chefs se liguèrent contre lui, et ameutèrent les moignons envieux de sa place, et qui n'osaient auparavant le regarder. On lui fit 1000 affronts, on le destitua, on lui ôta sa chambre, qu'il avait meublée avec goût, quoique avec simplicité. On le relégua je ne sais où. Enfin, ces misérables l'accablèrent de tant outrage que son âme honnête et fière avec justice n'y put résister, et après avoir fait les délices des sociétés les plus aimables, il mourut de douleur sur un vil grabat, dans quelque fond de cellule ou de cachot, regretté, pleuré de tous les honnêtes gens dont il fut connu, et qui n'y ont trouvé d'autre défaut que d'être moine. Avec ce petit train de vie, je fis si bien en très peu de temps qu'absorbé tout entier par la musique, je me trouvais hors d'état de penser à autre chose. Je n'allais plus à mon bureau qu'à contre-cœur. La gêne et l'assiduité au travail m'en firent un supplice insupportable, et j'en vins enfin à vouloir quitter mon emploi pour me livrer totalement à la musique. On peut croire que cette folie ne passa pas sans opposition. Quitter un poste honnête et d'un revenu fixe pour courir après des écoliers incertains était un parti trop peu sensé pour plaire à maman. Même en supposant mes progrès futurs aussi grands que je me les figurais, c'était borner bien modestement mon ambition que de me réduire pour la vie à l'état de musicien. Elle, qui ne formait que des projets magnifiques et qui ne me prenait plus tout à fait au mot de Monsieur Daubonne, me voyait avec peine occupée sérieusement d'un talent qu'elle trouvait si frivole, et me répétait souvent ce proverbe de province, un peu moins juste à Paris, que qui bien chante et bien danse fait un métier qui peu avance. Elle me voyait d'un autre côté, entraîné par un goût irrésistible. Ma passion de musique devenue une fureur, hein. Il était à craindre que mon travail, se sentant de mes distractions, ne m'attirât un congé qu'il valait
beaucoup mieux prendre de moi-même. Je lui représentais encore que cet emploi n'avait pas longtemps à durer, qu'il me fallait un talent pour vivre et qu'il était plus sûr d'achever d'acquérir par la pratique celui auquel mon goût me portait et qu'elle m'avait choisi, que de me mettre à la merci des protections ou de faire de nouveaux essais qui pouvaient mal réussir et me laisser, après avoir passé l'âge d'apprendre, sans ressources pour gagner mon pain. Enfin, j'extorquais son consentement, plus à force d'importunités et de caresses que de raisons dont elle se contenta. Aussitôt, je courus remercier fièrement Monsieur Cocchelli, directeur général du cadastre, comme si j'avais fait l'acte le plus héroïque, et je quittais volontairement mon emploi. Et je quittais volontairement mon emploi, sans sujet, sans raison, sans prétexte, avec autant et plus de joie que j'en avais eu à le prendre il n'y avait pas 2 ans. Cette démarche, toute folle qu'elle était, m'attira dans le pays une sorte de considération qui me fut utile. Les uns me supposèrent des ressources que je n'avais pas. D'autres, me voyant livré tout à fait à la musique, jugèrent de mon talent par mon sacrifice et crurent qu'avec tant de passion pour cet art, je devais le posséder supérieurement. Dans le royaume des aveugles, les bornes sont rois. Je passais là pour un bon maître, parce qu'il n'y en avait que de mauvais. Ne manquant pas au reste d'un certain goût de chant, favorisé d'ailleurs par mon âge et par ma figure, j'eus bientôt plus d'écolières qu'il ne m'en fallait pour remplacer ma paye de secrétaire. Il est certain que pour l'agrément de la vie, on ne pouvait passer plus rapidement d'une extrémité à l'autre. Au cadastre, occupé 8 heures par jour du plus maussade travail, avec des gens encore plus maussades, enfermés dans un triste bureau empuanti de la laine et de la sueur de tous ces manants, la plupart fort mal peignés et fort mal propres, je me sentais quelquefois accablé jusqu'au vertige par la tension, l'odeur, la gêne et l'ennui. Au lieu de ça, me voilà tout à coup jeté parmi le beau monde, admis, recherché, dans les meilleures maisons. Partout un accueil gracieux, caressant, un air de fête. D'aimables demoiselles bien parées m'attendent, me reçoivent avec empressement. Je ne vois que des objets charmants. Je ne sens que la rose et la fleur d'orange. On chante, on cause, on rit, on s'amuse. Je ne sors de là que pour aller ailleurs en faire autant. On conviendra qu'à égalité, dans les avantages, il n'y avait pas à balancer dans le choix. Aussi me trouvais-je si bien du mien qu'il ne m'est jamais arrivé de m'en repentir, et je ne m'en repens pas même en ce moment, où je pèse au poids de la raison les actions de ma vie, et où je suis délivré des motifs peu sensés qui m'ont entraîné. Voilà presque l'unique fois qu'en écoutant que mes penchants, je n'ai pas vu tromper mon attente. L'accueil aisé, l'esprit liant, l'humeur facile des habitants du pays me rendirent le commerce du monde aimable. Et le goût que j'y pris alors m'a bien prouvé que si je n'aime pas vivre parmi les hommes, c'est moins ma faute que la leur. C'est dommage que les Savoyards ne soient pas riches, ou peut-être serait-ce dommage qu'ils le fussent. Car tels qu'ils sont, c'est le meilleur et le plus sociable peuple que je connaisse.
S'il est une petite ville au monde où l'on goûte la douceur de la vie dans un commerce agréable et sûr, c'est Chambéry. La noblesse de la province qui s'y rassemble n'a que ce qu'il faut de bien pour bien vivre. Et elle n'en a pas assez pour parvenir. La noblesse de la province, pardon, qui s'y rassemble n'a que ce qu'il faut de bien pour vivre. Elle n'en a pas assez pour parvenir. Et ne pouvant se livrer à l'ambition, elle suit par nécessité le conseil de Cinéas. Elle dévoue sa jeunesse à l'état militaire, puis revient vieillir paisiblement chez soi. L'honneur et la raison président à ce partage. Les femmes sont belles et pourraient se passer de l'être. Elles ont tout ce qui peut faire valoir la beauté et même y suppléer. Il est singulier qu'appelé par mon état à voir beaucoup de jeunes filles, je ne me rappelle pas d'en avoir vu à Chambéry, une seule qui ne fût pas charmante. On dira que j'étais disposé à les trouver telles, et l'on peut avoir raison, mais je n'avais pas besoin d'y mettre du mien pour cela. Je ne puis en vérité me rappeler sans plaisir le souvenir de mes jeunes écolières. Que ne puis-je, en nommant ici les plus aimables, les rappeler de même, et moi avec elles, à l'âge heureux où nous étions, lors des moments aussi doux qu'innocents que j'ai passés auprès d'elles. La première fut Madame de Mellared, ma voisine, sœur de l'élève de Monsieur Game. C'était une brune très vive, mais d'une vivacité caressante, pleine de grâce et sans étourderie. Elle était un peu maigre, comme sont la plupart des filles à son âge, mais ses yeux brillants, sa taille fine et son air attirant n'avaient pas besoin d'embonpoint pour plaire. J'y allais le matin et elle était encore ordinairement en déshabillé, sans autre coiffure que ses cheveux négligemment relevés, ornés de quelques fleurs qu'on mettait à mon arrivée et qu'on ôtait à mon départ pour se coiffer. Je ne crains rien tant dans le monde qu'une jolie personne en déshabillé. Je la redouterais 100 fois moins parée. Mademoiselle de Menton, chez qui j'allais l'après-midi, l'était toujours. Et me faisait une impression tout aussi douce, mais différente. Ses cheveux étaient d'un blond cendré. Elle était très mignonne, très timide et très blanche. Une voix nette, juste et flûtée, mais qui n'osait se développer. Elle avait au sein la cicatrice d'une brûlure d'eau bouillante, qu'un fichu de chenille bleue ne cachait pas extrêmement. Cette marque attirait quelquefois de ce côté mon attention qui bientôt n'était plus pour la cicatrice. Mademoiselle de Châle, une autre de mes voisines, était une fille faite, grande, belle carrure, de l'embonpoint, elle avait été très bien. Ce n'était plus une beauté, mais c'était une personne à citer pour la bonne grâce, pour l'humeur égale, pour le ton naturel. Sa sœur, Madame de Charly, la plus belle femme de Chambéry, n'apprenait plus la musique, mais elle faisait apprendre à sa fille, toute jeune encore, mais dont la beauté naissante suppromait d'égaler sa mère, si malheureusement elle n'a eu été un peu rousse. J'avais à la visitation une petite demoiselle française, dont j'ai oublié le nom, mais qui mérite une place dans la liste de mes préférences. Elle avait pris le ton lent et traînant des religieuses, et sur ce ton traînant, elle disait des choses très saillantes qui ne semblaient pas aller avec son maintien. Au reste, elle était paresseuse, n'aimait pas prendre la peine de montrer son esprit, et c'était une faveur qu'elle n'accordait pas à tout le monde. Ce ne fut qu'après un mois ou deux de leçons et de négligence qu'elle s'avisa de cette expérience pour me rendre plus assidu,
car je n'ai jamais pu prendre sur moi de lettres. Je me plaisais à mes leçons quand j'y étais, mais je n'aimais pas être obligé de m'y rendre, ni que l'heure ne me commandât. En toute chose, la gêne et l'assujettissement me sont insupportables. Ils me feraient prendre en haine le plaisir même. On dit que chez les Mahométans, un homme passe au point du jour dans les rues pour ordonner aux maris de rendre le devoir à leur femme. Je serais un mauvais turc à ces heures-là. J'avais quelques écolières aussi dans la bourgeoisie. Et une, entre autres, qui fut la cause indirecte d'un changement de relation dont j'ai à parler, puisqu'enfin je dois tout dire. Elle était fille d'un épicier et se nommait Mademoiselle Lard, vrai modèle d'une statue grecque, et que je citerais pour la plus belle fille que j'ai jamais vue. S'il y avait quelque véritable beauté sans vie et sans âme. Son indolence, sa froideur, son insensibilité allaient à un point incroyable. Il était également impossible de lui plaire et de la fâcher, et je suis persuadé que si on eût fait sur elle quelque entreprise, elle aurait laissé faire non par goût, mais par stupidité. Sa mère, qui n'en voulait pas courir le risque, ne la quittait pas d'un pas. En lui faisant apprendre à chanter, en lui donnant un jeune maître, elle faisait tout de son mieux pour l'émoustiller, mais cela ne réussit point. Tandis que le maître agaçait la fille, la mère agaçait le maître, et cela ne réussissait pas beaucoup mieux. Madame Lard ajoutait à sa Madame Lard ajoutait à sa vivacité naturelle toute celle que sa fille aurait dû avoir. C'était un petit minois éveillé, chiffonné, marqué de petites vérolles. Elle avait de petits yeux très ardents et un peu rouges, parce qu'elle y avait presque toujours mal. Tous les matins, quand j'arrivais, je trouvais prêt mon café à la crème, et la mère ne manquait jamais de m'accueillir par un baiser bien appliqué sur la bouche, et que par curiosité j'aurais voulu rendre à la fille pour voir comment elle l'aurait pris. Au reste, tout cela se faisait si simplement et si fort sans conséquence, que quand Monsieur Lard était là, les agaceries et les baisers n'en allaient pas moins leur train. C'était une bonne patte d'homme, hein, le vrai père de sa fille, et que la femme ne trompait pas, parce qu'il n'en était pas besoin. Je me prêtais à toutes ces caresses avec un malbalourdise ordinaire, hein, les prenant tout bonnement pour des marques de pure amitié. J'en étais pourtant importuné quelquefois, car la vive Madame Lard ne laissait pas d'être exigeante, et si dans la journée j'avais passé devant la boutique sans m'arrêter, il y aurait eu du bruit. Il fallait, quand j'étais pressé, que je prisse un détour pour passer dans une autre rue, sachant bien qu'il n'était pas aussi aisé de sortir de chez elle que d'y entrer. Madame Lard s'occupait trop de moi pour que je ne m'occupasse point d'elle. Ses attentions me touchaient beaucoup. J'en parlais à Madame de Varins, maman, comme d'une chose sans mystère, hein. Et quand il y en aurait eu, je ne lui en aurais pas moins parlé, hein. Car lui faire un secret de quoi que ce soit, n'eût même pas été possible. Mon cœur était ouvert devant elle comme devant Dieu. Elle ne prit pas tout à fait la chose avec la même simplicité que moi.
Elle vit des avances que je n'avais vues que des amitiés. Elle jugea que Madame Lard, se faisant un point d'honneur de me laisser moins sot qu'elle ne m'avait trouvé, parviendrait de manière ou d'autre à se faire entendre, et outre qu'il n'était pas juste qu'une autre femme se chargeât de l'instruction de son élève, elle avait des motifs plus dignes d'elle pour me garantir des pièges auxquels mon âge et mon état m'exposaient. Dans le même temps, on m'entendit un d'une espèce plus dangereuse auquel j'échappais et qui lui fit sentir que les dangers qui me menaçaient sans cesse rendaient nécessaires tous les préservatifs qu'elle y pouvait apporter. Madame la comtesse de Menton, mère d'une de mes écolières, était une femme de beaucoup d'esprit et passait pour n'avoir pas moins de méchanceté. Elle avait été cause, à ce qu'on disait, de bien des brouilleries, et d'une entre autres qui avait eu des suites fatales à la maison d'Entremont. Maman avait été assez liée avec elle pour connaître son caractère. Ayant très innocemment inspiré du goût à quelqu'un sur qui Madame de Menton avait des prétentions, elle resta chargée auprès d'elle du crime de cette préférence, quoiqu'elle n'eût été ni recherchée ni acceptée. Et Madame de Menton chercha depuis lors, et Madame de Menton chercha depuis lors à jouer à sa rivale plusieurs tours, dont aucun ne réussit. Je rapporterai un des plus comiques, par manière d'échantillon. Elles étaient ensemble à la campagne avec plusieurs gentilshommes du voisinage, et entre autres l'aspirant en question. Madame de Menton dit un jour à un de ces messieurs que Madame de Warens n'était qu'une précieuse, qu'elle n'avait point de goût, qu'elle se mettait mal, qu'elle couvrait sa gorge comme une bourgeoise. Quant à ce dernier article, lui dit l'homme, qui était un plaisant, elle a ses raisons, et je ne sais qu'elle a un gros vilain rat emprunt sur le sein, mais si ressemblant qu'on dirait qu'il court. La haine ainsi que l'amour rend crédule. Madame de Menton résolut de tirer parti de cette découverte, et un jour que maman était au jeu avec l'ingrat favori de la dame, celle-ci prit son temps pour passer derrière sa rivale, puis renversant à demi sa chaise, elle découvrit adroitement son mouchoir. Mais au lieu du gros rat, le monsieur ne vit qu'un objet fort différent, qu'il n'était pas plus aisé d'oublier que de voir, et cela ne fit pas le compte de la dame. Je n'étais pas un personnage à occuper Madame de Menton, qui ne voulait que des gens brillants autour d'elle. Cependant, elle fit quelque attention à moi, non pour ma figure, dont assurément elle ne se souciait point du tout, mais pour l'esprit qu'on me supposait, et qui m'eût pu rendre utile à ses goûts. Elle en avait un assez vif pour la satire. Elle aimait à faire des chansons et des vers sur les gens qui lui déplaisaient. Si elle m'eût trouvé assez de talent pour lui aider à tourner ses vers, et assez de complaisance pour les écrire, entre elle et moi, nous aurions bientôt mis Chambéry sans dessus-dessous. On serait remonté à la source de ses libelles. Madame de Menton serait tirée d'affaire en me sacrifiant, et j'aurais été enfermé le reste de mes jours, peut-être, pour m'apprendre à faire le phébus avec les dames. Le phébus, faire le beau parleur, parler comme Phébus, le dieu des poètes.
Heureusement, rien de tout cela n'arriva. Madame de Menton me retint à dîner 2 ou 3 fois pour me faire casser et trouva que je n'étais qu'un sot. Je le sentais moi-même et j'en gémissais, enviant les talents de mon ami Venture, tandis que j'aurais dû remercier ma bêtise des périls dont elle me sauvait. Je demeurais pour Madame de Menton le mettre à chanter de sa fille, et rien de plus. Mais je vécus tranquille et toujours bien voulu dans Chambéry. Bien voulu pour qui l'on a de bonnes dispositions. Cela valait mieux que d'être un bel esprit pour elle et un serpent pour le reste du pays.